parles de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es née en quelle année, toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère, en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Faire un podcast sur la chirurgie esthétique de la Quadra peut vite enfoncer des portes ouvertes, ressembler à « je me tire une balle dans le pied », ouvrir des boîtes de Pandore, ou vous faire bâiller ou au contraire vous électriser. Les magazines et webzines People regorgent de photos avant-après, de stars parfois défigurées, parfois transformées au point même qu'on enchausse nos lunettes de presbyte pour tenter de retrouver dans la pupille un point de similitude avec la version 0, ou au contraire des stars pour qui c'est trop bien fait, hyper naturel. Le sujet est clivant, au moins autant que celui de dissocier l'homme de son art, d'être pour ou contre l'allaitement. Il y a une team No Bistouri No Botox, d'un côté, et une team Forever Young, je le fais si je veux, de l'autre. Et dans les dîners entre copines, le sujet reste entier. Hier soir encore, après 1 heure d'escape game avec ces dernières, le sujet a été évoqué et les avis et les surtout « mais pourquoi tu as fait ça ?» ont fusé. Je précise aussi que ses amis viennent à peine de fêter leurs 30 ans. Alors que le plus discrètement possible, au resto Les Routiers, près de la place Voltaire, j'exhibe mon téton droit afin de montrer que non, nos traces de cicatrices, c'est trop bien fait. Je prends déjà conscience que le fait d'en parler est devenu plus naturel, moins honteux. Parce que c'est quand même assez paradoxal de souffrir comme ça. Alors pour celles qui ne savent pas, j'ouvre une petite parenthèse. Une chirurgie plastique mammaire, c'est quelques semaines au lit, comme une tortue sur le dos, dans l'impossibilité de se mouvoir à partir du torse. Si une bonne âme ne vient pas retaper vos oreillers de temps en temps pour assurer la position assise, vous plongez dans les abîmes de l'édredon sans espoir. Donc je disais paradoxal de souffrir, de payer une somme assez rondelette et de n'en piper mot à la fin. Un peu comme laisser son sac Chanel dans un placard. Alors est-ce que parce que j'ai vieilli, que j'ai laissé mes peurs sociales derrière moi, que je peux en parler aujourd'hui aussi librement, en parler à mes copines, ou même à travers donc ce podcast qui au passage a de plus en plus d'écoute, merci à toutes et à tous. Est-ce que le regard de la société a changé? Que la chirurgie, boostée par la tyrannie des comptes Instagram, est devenue une norme plus qu'une lubie réservée à une élite argentée? Pour info, les demandes de chirurgie esthétique chez les jeunes ont tout simplement explosé ces dernières années. Le selfie rend riche les Instagrammeurs et Instagrammeuses peut-être, leurs chirurgiens sûrement. Existerait-il non plus une liberté, mais une injonction à prendre soin de son corps, quitte à en passer par le bistouri pour répondre à une nouvelle esthétique? De ce fait, en parler aujourd'hui, librement, reviendrait à renoncer à une autre liberté, celle de s'accepter tel qu'on est. Paradoxal, quand une liberté de parole globale devient un renoncement intuitif personnel. Alors pour ou contre la chirurgie esthétique, peut-on se demander? Punchline souvent entendue, et une fois de plus, la réponse généraliste que l'on peut en faire, qu'elle soit positive ou négative, revient elle aussi à marcher sur les plates-bandes de la liberté individuelle, ce que je déteste. Ce soir-là, au resto Les Routiers, mes copines m'ont demandé « mais pourquoi tu as fait ça ?» Alors attention, je suis pas non plus Pamela Anderson version 1, j'assume un petit 90B tout en finesse. Mais la question de Diana m'a fait réfléchir. Et à la réponse usuelle, j'en ai eu envie, point barre, j'ai répondu, j'en ai eu besoin à l'époque. Pourquoi? Revenons 26 ans en arrière. J'ai 21 ans, un corps plutôt sympa. Des années de danse classique ont façonné un corps qui a tout perdu de ses traditions familiales, c'est-à-dire pas de sein du tout, des hanches très étroites, et on va dire un joli petit fessier, le tout sur 1m79. Bref, j'avais pas trop à me plaindre, et mes amants non plus. Puis, me voilà enceinte à 21 ans. Les 30 kilos à manger comme une ogresse ont laissé des vergetures sur les cuisses, les hanches, les fesses, tout mon entrejambe. Au lendemain de mon accouchement, ma mère me dira d'un ton désespéré « Je ne te reconnais plus. Tes jambes sont devenues des poteaux. » Et que dire de mon ventre? Cette chose flasque, striée de marques. Et si je perds seulement en quelques semaines mes kilos, il reste ce petit tablier sur mon pubis. Comme avait dit si joliment l'acteur Patrick Bouchité dans le mémorable film 9 mois, je suis devenue une vraie piste de ski. Mon corps a souffert et ne ressemble plus du tout à sa version d'origine. À l'impudeur de mes jeunes années vient le temps de la lumière éteinte et des étreintes uniquement nocturnes. La seule chose qui est restée intacte, ce sont mes petits seins. Le massacre s'est arrêté au nombril. Est-ce la raison pour laquelle j'ai instinctivement refusé l'allaitement? Aujourd'hui, c'est pour moi presque une certitude. J'avais sacralisé mes seins, seul rescapé de la bataille de la maternité,
et il était absolument hors de question, sauf urgence médicale pour le bébé, que je prenne risque de les abîmer. J'ai sacralisé, j'ai protégé ce qu'il me restait, et pour cela, il me fallait les montrer, donc les grossir, afin d'exhiber fièrement les restes de ma féminité massacrée. Et pouvoir dire, avec la foi d'Eva Herzigova pour Wonderbra, non, je ne suis pas foutue. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. J'ai donc subi quelques années plus tard cette chirurgie esthétique. Mais au final, est-ce que c'est pas plutôt une chirurgie réparatrice ? Parce que j'ai réparé quelque chose mais qui ne demandait rien. Et c'est bien là que je veux en venir. J'ai déplacé le problème et lui ai trouvé une solution qui ne lui convenait pas. Surtout que j'ai acheté des lingeries fines, j'ai acheté des décolletés, des nouveaux t-shirts, etc. Tout ce que j'ai acheté, je ne l'ai pas porté. Je fais partie de la team No Bras, ayant refusé par habitude et par certitude aussi tout ce qui pouvait m'entraver, me serrer, m'encombrer. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de procéder à leur kidnapping, mais enlevez-moi ces trucs qui ne me servent plus à rien. J'en ai jamais fait usage, j'ai juste voulu me récompenser d'une injustice physique. Il y a quelques années, je montrais mon ventre à une de mes associées de l'époque. Elle m'a regardé tristement et m'a dit « Mais comment tu as fait pour ne pas en vouloir à ta fille de t'avoir mise dans cet état ?» J'ai été estomaquée par cette remarque. Jamais je n'aurais pu faire supporter à ma cadette le poids de ce corps défiguré. Mais finalement, est-ce le cas pour tout le monde ? Plus ou moins consciemment, est-ce possible que nous en voulions à nos enfants de nous avoir fait basculer dans un autre monde ? Combien de fois d'ailleurs dit-on d'une femme qui n'a pas eu d'enfant vers 30-40 ans « Ah bah oui, forcément, elle a encore son corps, elle n'a pas eu de grossesse, elle n'a pas accouché. » On va réfléchir quand même sur le sujet. En attendant, que dire des autres chirurgies ? Pour moi, rentrer dans le process des chirurgies esthétiques, c'est un peu comme les tatous. On rentre dans une sorte d'addiction. Il y a une surenchère qui peut donner des résultats parfois tout à fait apocalyptiques. Pourtant, afin qu'elle soit réussie, je pense qu'il faut intellectualiser pour ce pourquoi on le fait. À quel besoin cela répond-il ? Et aussi, pour qui le fait-on ? À quelle souffrance psychologique veut-on apporter une réponse physique ? Alors, vous commencez à me connaître et je n'ai pas créé ce podcast pour donner un avis tranché et autoritaire, ni même que je ne m'autorise absolument aucun jugement. Accepter de vieillir, accepter les rides, accepter les cheveux blancs, accepter la cellulite n'est pas une chose aisée. Répondre à la question pourquoi je le fais, pourquoi j'accepte de mettre ma vie en danger, parce qu'on sait très bien, une opération, ça n'a pas de risque zéro. Pourquoi j'accepte de mettre mon compte en banque en danger ? Ce sont quand même des questions auxquelles il convient de trouver des réponses. Si vous suivez mon compte Insta, souvenez-vous de cette photo que j'ai postée au mois de février. J'y montre ma cicatrice d'abdominoplastie et j'y montre aussi mes vergetures sur le haut des cuisses. Pourquoi cette photo ? Pourquoi cette mise à nu ? S'il y avait effectivement un problème médical à la base, c'est-à-dire une vilaine hernie et un diastasis des grands droits, c'est-à-dire que vos abdos usés par les grossesses font figure de chaîne à vélo trop lâche et impossible à remuscler, j'ai accepté aussi de supprimer ce vilain bas-ventre qui a pourri 25 ans de ma vie, qui m'a fait pleurer le matin sous la douche, la journée dans les vestiaires à la piscine par exemple, ou la nuit quand je mettais la main sur mon ventre en chevauchant un amant. Subir une abdominoplastie, c'est aussi accepter le fait de ne plus avoir son nombril d'origine. Vous coupez littéralement le cordon avec votre mère et vous niez de facto le lien de vie maternelle. C'est en cela très troublant. Et je peux pas vous dire que ce soit sans conséquences psychologiques. Et une fois de plus, je ne veux pas sonner l'halali sur le corps médical, mais le chirurgien ne vous en parle pas. Se réveiller avec un faux nombril, un nombril fabriqué par la main du chirurgien, m'a clairement fait un drôle d'effet. Je ne passerai pas sur le divan d'un psy pour autant, mais ce n'est pas anodin. Mon abdominoplastie aujourd'hui, j'en suis fière, je la montre. Je pense même effectuer un énorme tatou dessus pour encore la mettre en valeur. Et puis il y a les chirurgies plus douces, les petites piqûres, et je trouve qu'elles ont un effet immédiat sur notre perception de nous-mêmes. Je les assimile plus à une couleur pour les cheveux, un trait d'eyeliner ou de mascara, simplement pour mettre en valeur ou effacer un rictus de fatigue. Un acte assez simple, rapide, au danger mesuré, une petite piqûre sur les rides d'amertume parce que j'ai estimé qu'elle ne correspondait pas à ce que j'avais dans la tête, et puis celle de la ride du lion, très prononcée chez moi, et qui n'a d'ailleurs pas vraiment fonctionné. J'ai pris ça comme un signe, lionne, je resterai. Et puis le reste c'est moi, mes 47 ans, mon vécu, je les aime bien. J'ai d'abord analysé mon mental avant de m'attaquer au physique, et j'en suis restée là. J'ai en cela beaucoup d'admiration pour les femmes qui gardent leurs cheveux gris. En tant que blonde foncée, j'ai la chance d'en avoir très peu, mais je crois que je ne pourrais pas garder une tête toute grise à 47 ans. Et au fait, est-ce que vous avez vu des poils gris ou blancs sur votre pubis ? Parce que moi, j'ai eu un choc. Une amie, elle m'a parlé il y a peu aussi de labiaplastie ou nymphoplastie. C'est juste pas possible. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, la demande explose chez les jeunes filles mineures. Donc, c'est même pas pour réparer une chatoune brisée par les « poussez madame, poussez », mais juste la dictature du porno aux vulves parfaites et symétriques. Nous subissons. D'autant que ces opérations, j'ai lu, pourraient diminuer nos sensations et notre plaisir. Non mais ça va pas la chatte ? Bref, pour ou contre, là n'est pas la question.
ambition, mais ne pas céder aux diktats par essence éphémère, connaître le pourquoi avant le comment, se sentir belle avec des petits seins ou des gros seins, ne plus souffrir du regard des autres, bref, s'affranchir du regard social. C'est aussi une partie de ce que les féministes défendent et je les rejoins sur cet item. Force aussi est de constater qu'on réfléchit mieux sur ce sujet avec la quarantaine. Alors je rassure, c'est pas parce qu'on devient plus intelligente, mais simplement parce que l'empirisme est notre meilleur allié. Je nous aime les quadras, réagissez, transmettez et en même temps, fuck. Bonne semaine. Vous avez aimé mon billet d'humeur ? Likez, partagez et abonnez-vous. Et retrouvez-nous aussi sur le compte Instagram et en même temps fuck. Un podcast écrit par Esther Pi, avec la relecture attentive de Sandrine Delsol, moyens techniques École de journalisme ISFJ Paris et Rémi Gustafsson, mixage et sound design Karl Moreau, illustration Marie-Félix et musique originale Menikans Design.